aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-là, qui s'appelle Étonnant coréen, et puis je vais vous parler d'amour et de solitude. Ce livre-là commence, c'est une histoire du petit doigt. Ce livre commence avec le petit doigt. Je vais vous raconter comment, et après je vous dirai pour quelle raison on en est arrivé là. Nous sommes à Insadong, pour ceux qui connaissent la Corée. C'est le quartier qui est devenu un quartier touristique, autrefois un quartier culturel. Nous sommes dans un bar tenu par une poétesse, avec des amis écrivains et critiques littéraires. On discute de tout et de rien, on papote. Et tout d'un coup, il y en a un qui se met à prendre une note. Et je lui dis, mais pourquoi les Coréens écrivent avec le petit doigt posé sur la table? Et il me répond, ah bon? Ben, j'ai dit, oui, regarde-toi écrire. Alors il continue d'écrire. Vous ne le répéterez pas, c'est le grand écrivain Lee Il-sung. Et puis, il demande à son collègue d'à côté, qui est un critique littéraire, il lui dit, mais écris pour voir. Il écrit et il pose effectivement le petit doigt sur la table. Et je me suis dit, mais tiens, ils font des gestes qu'ils n'arrivent pas à repérer, et c'est tout à fait normal. Nous aussi, dans la culture française, on fait certainement des choses sans se rendre compte, des choses un peu automatiques. Pour quelle raison pose-t-il le petit doigt sur un support pour écrire? Et avec cette question, pourquoi, je me suis dit, tiens, en utilisant la technique des enfants. Vous savez, les enfants, ils vous demandent toujours pourquoi. Papa, pourquoi ceci? Vous répondez et ils vous disent pourquoi. Et vous répondez encore et ils vous disent pourquoi. Et là, vous dites, allez voir maman. Va voir maman, j'ai plus de réponse. Mais cette question du pourquoi, si vous avez bien observé vous-même en train de répondre, vous vous êtes aperçu que vous ne cessez d'approfondir votre réponse. Et ce qui m'intéresse pour mes étudiants, ou même pour les touristes que je peux rencontrer quand je suis en Corée, et qui se demandent pourquoi et qui n'ont pas de réponse, parce que bien évidemment, il faut creuser pour avoir une réponse, je me suis dit, tiens, il y a peut-être là matière à élaborer une espèce de méthode rapide pour ceux qui ne sont pas formés aux sciences humaines et sociales. Ce sont les sciences qui nous permettent, avec les théories, de découvrir un pays, une culture et de la comprendre. Pour ceux qui n'ont pas cette formation, peut-être que la technique du pourquoi, ça peut les amener à réfléchir un peu plus profondément à ce qu'ils voient. Alors ce fameux petit doigt, eh bien évidemment, quand on commence à réfléchir, deux choses. La première, l'inscription coréenne, le Hangul. Le Hangul s'écrit dans un carré. Si vous avez remarqué, quand vous écrivez, sauf les Coréens, quand vous écrivez le Hangul, vous avez besoin de beaucoup d'équilibre pour inscrire parfaitement dans le carré. Et si vous avez une main tremblotante, ça ne marche pas. Alors que si vous appuyez votre main sur le support, vous allez voir que vous avez un bien meilleur équilibre. La deuxième raison, à l'intérieur de ce carré, c'est que, hormis le yin, toutes les lettres doivent avoir une composition à peu près identique, un équilibre qui se respecte d'une lettre à une autre, d'une consonne à une voyelle. Et donc là encore, il faut beaucoup d'équilibre dans la main pour écrire correctement. Autre raison, vous savez bien qu'en Corée, le corps, c'est un corps qui est domestiqué, c'est un corps qui est assujetti à une philosophie bien particulière qu'on appelle le confucianisme, et qui précise que les manifestations du corps doivent être des manifestations équilibrées, discrètes, esthétiques au fond. Raison pour laquelle on voit très peu de Coréens faire de grands gestes comme nous, les sudistes ou les Italiens. Je suis d'origine italienne, donc sans les mains, je ne sais pas parler. Nous avons un corps qui bouge beaucoup. Vous remarquerez que chez les Coréens, le corps est relativement immobile. S'ils se mettent à courir, vous verrez que les bras, ils courent avec les bras le long du corps, raison pour laquelle ils ne gagneront jamais les Jeux Olympiques, parce qu'on ne court pas assez vite quand on a les bras le long du corps. Il y a donc un corps qui est éduqué, qui est domestiqué, de la même manière que, tout à l'heure, je parlerai des femmes lorsqu'elles rient, parce qu'on ne le voit pas chez les hommes.
On le verra dans la gymnastique, etc. Il y a donc un corps qui est mis à l'épreuve de la discrétion. Et donc, inévitablement, quand on écrit, on doit avoir une attitude correcte. Essayez de regarder l'évolution de la tenue du stylo chez les élèves français, par exemple. C'est tout à fait confondant. Lorsque nous étions enfants, les gens de mon âge, on nous apprenait à tenir le porte-plume. Et comme on écrivait avec une plume, inévitablement, on était dans l'obligation d'écrire correctement avec une tenue de stylo, de porte-plume, tout à fait correcte. Remarquez aujourd'hui comment les jeunes, beaucoup de jeunes, tiennent par exemple leur stylo, ils mettent tous les doigts comme ça, je ne sais pas comment ils arrivent à écrire, mais en tout cas, ils y arrivent, alors que quand nous étions enfants, avec la plume, il fallait tracer des lettres qui étaient tout à fait proches, qui étaient tout à fait proches de la calligraphie. Donc, en me disant, tiens, voilà, les Coréens peuvent effectuer des gestes dont ils ne font pas, pour lesquels ils ne font pas attention, inévitablement, ça peut m'amener à penser d'autres formes d'éléments, d'approfondir ce que nous sommes en train de voir, de lire, de penser, pour se dire qu'est-ce que ça provoque en moi. Et au fond, la technique de l'étonnement, c'est celle qui a le plus grand intérêt, c'est de réfléchir à soi-même pour quelles raisons nous sommes étonnés. Et donc, avec cet étonnement, ces étonnements successifs, je me suis dit, il y a peut-être matière à faire un livre parce que, au fond, je m'étonne régulièrement en Corée d'un certain nombre de situations. Alors, j'y vais depuis 25 ans en Corée, à raison de 2 à 3 mois par an, dans les meilleures années. J'ai ma famille qui est sud-coréenne, ma femme est coréenne, et donc je suis immergé directement au milieu des Coréens, et je peux dire que je suis au premier plan pour faire des observations. Je suis par ailleurs auteur, j'ai plusieurs livres qui sont proposés là par la librairie Le Phénix, et lorsque ce livre a été publié en Corée, il a été tout de suite classé best-seller, le temps de sa sortie. Et avec ce livre-là, j'ai voulu, au fond, essayer de creuser l'intimité de la Corée. On parle beaucoup de la Corée, on parle de sa K-pop, on parle de ses dramas, on parle éventuellement de ses résultats économiques, on parle de ce pays qui dégage une formidable sympathie pour tous les niveaux d'âge, mais on parle toujours de la Corée, et très rarement des Coréens. Or, ces Coréens, c'est avec eux que je vis et c'est avec eux que j'avais envie de restituer un certain nombre de réflexions que je me faisais, d'étonnements qui étaient les miens, en essayant d'une part d'inventorier le plus de lieux possible. Et donc, il y a des étonnements qui surgissent du restaurant, de l'hôpital, de la rue, dans les magasins, dans les manifestations également, puisque le livre est paru en Corée juste après la proclamation de la loi martiale et les premières manifestations en Corée. Et donc, en essayant d'inventorier un peu plusieurs lieux, je me suis dit, voilà une petite collection d'événements qui serait susceptible de tracer un portrait des Coréens. Alors avec vous, je vais un peu me livrer à quelques-uns de ces étonnements, d'abord sous forme d'anecdotes, en essayant d'approfondir ces anecdotes pour voir en quoi elles nous renseignent sur les Coréens. Le premier élément qui frappe le visiteur qui s'attache à comprendre ce pays, c'est bien évidemment le fonctionnement communautaire du pays. La Corée n'est pas forcément un pays solidaire, mais c'est un pays communautaire, au sens où le pays passe avant l'individu. Vous le savez, pour tous ceux qui pratiquent le coréen, le pronom je n'existe pas, ou en tout cas il est utilisé extrêmement rarement. C'est toujours le nous. Et y compris quand on parle du pays, on ne dit jamais la Corée, on dit toujours notre pays, urinara. Et donc ce sentiment communautaire, de quelle manière s'explique-t-il dans la vie concrète de tous les jours? On a un petit exemple à la maison, puisque nous organisons régulièrement des soirées entre Français et Coréens. Et lorsque les invités arrivent à la maison, il y a une espèce de séparation naturelle qui s'effectue. Les Français vont dans le salon, les Coréens vont dans la cuisine.
Et là, comme par enchantement, ils ouvrent le frigo, les placards, les machins. Au bout de 5 minutes, tout est installé, tout est posé. Ils n'ont pas échangé un seul mot. Comment font-ils? Quel est ce registre muet de langage qui font qu'on peut se comprendre sans avoir besoin de se parler? Alors, je ne vous cache pas que les hommes coréens vont plutôt boire un coup sur le canapé et les femmes coréennes vont plutôt dans la cuisine. La division sexuelle du travail est de mise en Corée, vous le savez, mais en tout état de cause, il y a cette forme de communauté qui s'installe de manière quasi automatique. Un autre exemple saisissant. Mon beau-père fait malheureusement un AVC, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Nous sommes dans la ville, on nous prévient, on accourt à l'hôpital et on voit le médecin qui est dans le couloir. On s'approche de lui, on lui demande comment ça va, comment va-t-il, qu'est-ce qui se passe, quelle est la suite des événements, etc. Et le médecin commence à élaborer son diagnostic devant nous. Il y a ma femme et moi uniquement. Et puis tout d'un coup, on voit arriver un malade en pyjama, vous savez, le fameux pyjama coréen. C'est pas comme nous, la blouse ouverte où on nous voit le derrière. Non, ils ont un beau costume, pantalon et veste. Ils s'approchent et muettement écoutent le diagnostic. Alors j'étais moi un peu gêné parce que quand même, vous savez, en France, le diagnostic, on est hyper secret sur la question. Donc il écoute gentiment et arrive un deuxième qui fait pareil. On est dans le couloir 1, et puis un troisième. Et puis tout d'un coup, ils commencent à parler entre eux. Ah oui, moi aussi, j'ai un cousin à qui il est arrivé la même chose. Et puis ils continuent d'écouter le médecin, ils continuent de nous regarder l'air compatissant. Et au bout de 5 minutes, max 10 minutes, il y a un attroupement dans le couloir pour écouter le diagnostic du médecin. Alors là, je me disais, mais c'est pas possible ça. En France, jamais ça se produirait comme ça. Et ils étaient tous gentils à nous écouter poliment, à compatir. Comment je peux... Alors, je suis étonné, évidemment, mais comment je peux comprendre cet étonnement? Est-ce que c'est de la curiosité au sens où on utiliserait, nous, ce terme-là? C'est une simple curiosité maladive? Ou bien il y a quelque chose de plus profond? Conjointement, le Naver, vous connaissez la plateforme Naver, me demande une conférence à partir de ce livre qui est traduit, qui est publié en Corée. Et l'organisatrice de la conférence, alors on est 3 dans la journée à intervenir, c'est une journée de dons pour les accidentés de la route. Et puis, il y avait eu des grands feux l'été dernier. Il y avait donc un appel aux dons pour aider tous les gens qui étaient sinistrés. Et j'avais été sélectionné avec un neuropsychiatre qui est très célèbre en France. C'est quasiment une pop en France. En Corée, c'est quasiment une pop star. Donc, on était tous les deux à faire une conférence. Et le Naver intitule la conférence Ojirak Tajongan. Il y a des Coréens qui peuvent traduire. Autrement dit, se mêler affectueusement des affaires des autres. Waouh! Pour nous, Français, se mêler des affaires des autres, mais c'est la révolution. On ne fait pas ça. Ça nous échappe, cette question-là. On évite. Et si quelqu'un se mêle de vos affaires, vous le réprimandez vertement. Se mêler affectueusement des affaires des autres. Et oui, on ne peut pas laisser quelqu'un dans la difficulté, dans l'embarras, dans l'ennui, dans le drame, etc., etc., sans avoir une pensée affectueuse pour lui, sans, y compris si on peut, pouvoir l'aider. Or, c'est contradictoire avec ce que je disais au début, que ce n'est pas forcément une société solidaire. C'est une société communautaire, mais pas forcément solidaire. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue dans ce désir, au fond, d'être attentif à l'autre? On ne peut pas l'expliquer. Alors, si on pense qu'il n'y a pas de solidarité, ce que je suis en train de raconter ne tient pas. Quel est ce sentiment qui fait que, sans être solidaire, je me soucie de l'autre? C'est bougrement compliqué si on réfléchit bien. Et si je me pose la question, pourquoi c'est comme ça?
je ne peux que penser à l'idée selon laquelle cette personne-là est membre d'un pays au même titre que moi, et que donc cette idée du pays qui passe avant l'individu, je dois et je peux aussi la matérialiser par le fait que je me soucie de l'autre. Or, pour les gens de ma génération, pour qui la solidarité et la lutte pour la, pour la fraternité a été un combat de toute notre jeunesse et d'aujourd'hui encore, on se doute bien que l'idée qu'un Coréen puisse penser à un autre Coréen, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc, je me suis dit, voilà, en me posant la question, pourquoi tous ces gens sont autour du médecin? Il n'y en a pas un qui nous a parlé, il n'y en a pas un qui nous a tapé sur l'épaule en disant, je compatis, puis c'est pas nous qui sommes malades, c'est quand même mon beau-père. Ils étaient juste là, peut-être un peu par curiosité, et puis surtout pour nous entourer et écouter ce que disait un médecin. Et des manifestations de ce type-là, on en a trouvé, évidemment, si vous regardez un peu avec les yeux bien ouverts en Corée, vous allez en trouver de toutes les manières possibles. Je vais vous cumuler quelques exemples. Nous sommes avec des amis poètes et écrivains à Yanggu, c'est une petite localité pas loin de la frontière avec la Corée du Nord. On mange au restaurant, c'est le soir, on y est allé à pied, on a fait 1 kilomètre ou 2 pour y aller, on mange tranquillement et vers 10 heures du soir, il se met à pleuvoir. Et c'est le moment où on part, évidemment, pas un d'entre nous, on est 4, 5, pas un d'entre nous n'a un parapluie. Que fait la restauratrice d'après vous? Vous allez dire, elle nous a prêté un parapluie. Ah non, bien plus que ça. Elle est allée réveiller son mari, qui dormait, qui s'habille, qui vient vers nous en disant, je vais vous raccompagner en voiture. Mais j'ai pas de voiture, elle est au garage. Donc j'ai mon camion. Et nous voilà, 3 écrivains sur la ridelle du camion, accrochés à la barre, avec un parapluie que nous a prêté la restauratrice, à faire 2 kilomètres sous la pluie en plein vent, accrochés au camion. Ah, je cherche le restaurant français qui nous ferait quelque chose de ce genre-là. Aller réveiller le mari qui s'est réveillé sans ronchonner. C'est peut-être ça le plus intéressant et le plus étonnant. Sans ronchonner. S'habiller en plein sommeil, se rendre compte que sa voiture est à la révision au garage et nous amener en camion. Je ne sais pas si c'est de la solidarité. Je n'ai pas envie de le dire comme ça. J'ai envie de dire, pour lui, nous étions dans la difficulté, c'était de son devoir de nous aider. J'en ai un autre d'exemple comme ça. Il y en a une centaine d'exemples de ce type-là dans toutes les situations possibles, au resto, à l'hôpital, dans la rue, etc. Nous sommes dans un restaurant avec mon beau-père avant qu'il soit malade et ma femme. On est en train de manger. On est en plein juillet. Et en juillet, vous le savez, c'est le mois de la mousson. Et la mousson, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, c'est à peu près la moitié de la fin du monde. Vous avez le ciel qui est à hauteur d'homme, entièrement noir, entièrement couvert. Vous avez des lots qui circulent dans les rues et vous vous dites, j'en ai plus pour longtemps à vivre. C'est la mousson. On est dans un restaurant, on est en train de manger, on a fini de manger et on se dit, on ne peut pas sortir, on n'a pas de parapluie, on n'est quand même pas très prévoyant, on n'a pas de parapluie. Que fait le restaurateur? Ne vous inquiétez pas, il ferme le restaurant, il nous amène à sa voiture, on est trempé, et il nous ramène à la maison. En traversant une bonne partie de Séoul, on était en plus très gênés parce qu'on a pourri ces sièges en cuir, parce qu'on était tous mouillés comme ça. Là encore, ce n'est pas de la solidarité, c'est simplement 3 personnes qui n'ont pas de parapluie et qu'il faut impérativement aider sur le moment. Ojirat Tajungan. Il aurait pu nous dire, bon,
patientez, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, et vous non, ils ferment le restaurant. Alors on était les derniers clients, certes, mais quand même, ils ferment le restaurant et nous accompagnent. Évidemment, tout le monde est, enfin en tout cas, je suis émerveillé quand je découvre ça, parce que je me dis, tiens, voilà, il y a l'amorce d'une vie communautaire qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup. Ça n'empêche pas que, par exemple, ils vous lâchent la porte dans la figure quand vous rentrez dans un magasin. Ils ne vous tiennent pas la porte, les Coréens. Alors c'est en train de changer. J'ai remarqué en novembre dernier que les jeunes commencent à tenir la porte pour le successeur. Sinon, ils vous la lâchent en pleine figure. Donc la solidarité, vous voyez que c'est moyen quand même. Mais cependant, cet art de vivre ensemble va s'infiltrer un peu partout dans la vie quotidienne et on va découvrir une extrême attention à l'autre, qui parfois d'ailleurs peut être extrêmement agaçante. Quand vous êtes par exemple à table et que vous avez une table à côté de gens qui hurlent en parlant, parce qu'ils sont un peu échauffés par l'alcool par exemple, ils discutent fort et qui fait que vous, à votre table, avec celui qui est en face, vous ne vous entendez pas. N'importe quel Français se lève et va leur dire non, pas en Corée. On supporte patiemment qu'à un certain moment, on se dit le son va baisser et on pourra se parler correctement entre nous. On ne va pas aller les engueuler. De la même manière que quelqu'un qui vous bousculera dans la rue ne s'excusera pas. Pas la peine de s'étonner, c'est déjà assez grave de s'être bousculé. Si en plus il faut rajouter des excuses par-dessus, c'est très compliqué. Voilà toute cette série d'anecdotes que j'ai accumulées en essayant de me demander est-ce que j'arriverai à faire au final de ce livre-là un portrait intime des Coréens, saisi dans de multiples occasions, les plus hétéroclites, surtout ne pas avoir d'harmonie entre les lieux que je tentais de saisir, pour voir si j'arrive à élaborer un portrait intime d'un Coréen ou d'une Coréenne. Et sur ce arrivent deux événements importants. Le premier événement, c'est l'attribution du prix Nobel pour la Hangul. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était chaque Coréen qui avait reçu le prix Nobel, pas simplement Hangul. Le pays ne parlait plus que de ça. La rue où elle habite était couverte de fleurs, on ne pouvait pas circuler. Les gens faisaient le sit-in devant sa porte. Des cartes de visite jonchaient le sol. Elle refusait tout. Elle a refusé tous les événements. Elle a y compris refusé d'aller rencontrer le président de la République. Alors on peut la comprendre. Si on connaît un peu son œuvre et si on connaît un peu l'œuvre du président de la République de l'époque, on peut comprendre qu'elle n'est pas allée le saluer. Elle a une librairie qui est tenue par son fils. Cette librairie a été prise d'assaut, ils ont été obligés de la fermer momentanément. Et puis tous mes amis écrivains disaient, mais mon livre est retardé en parution parce qu'il n'y a rien qui se vend. Il n'y a que Hangul qui se vend. Et là encore, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça signifie que recevoir ce prix Nobel, qui était attendu de longue date? L'histoire des prix Nobel, vous avez le grand poète Cohen, le grand poète de Cohen qui attend le prix Nobel depuis une quinzaine d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que la veille de l'attribution du prix Nobel de littérature, sa maison est entourée de journalistes, de caméramans qui attendent la nomination, puis le nom qui n'est pas le sien tombe et les journalistes s'en vont. Et ça fait 15 ans que ça dure. Puis on a pensé à Hwang Sok-young, autre grand écrivain de Corée. Et là encore, pas de prix Nobel, et puis un beau jour, Hangul. Ce qui veut dire que ce prix ne faisait pas qu'honorer un seul écrivain, il honorait un pays tout entier. Et comme c'est Uri Nara, eh bien ce pays, c'est moi qui recevais aussi le prix Nobel. Et nous, les Français, nous avons 16 de prix Nobel. Hein. J'ai jamais vu un Français ému parce qu'on avait encore un prix Nobel. Au contraire, on dit, il ne soit possible d'avoir donné le prix à tel écrivain.
tout à fait autre réaction là-bas. Deuxième grand événement qui nous amène à dire pourquoi, les manifestations. En 2004, vous le savez, décembre, le président déclare la loi martiale et immédiatement dans le pays, de grandes manifestations surgissent un peu partout. Ces manifestations, il y a un mot d'ordre qui m'avait particulièrement touché, il est dans le livre, et qui dit « Quand un pays sombre dans l'obscurité, c'est au peuple d'apporter la lumière ». Sinon, on peut dire aussi à bas Macron, hein, par comparaison. C'est au pays d'apporter la lumière. Mais ce qui se passait dans les manifestations était absolument extraordinaire. Vous avez dans le dernier numéro de Colmadan, vous avez plusieurs articles dont je vous parlerai tout à l'heure, mais un article d'une personne qui parle de l'amour dans les manifestations. N'allez pas vous imaginer autre chose que l'amour relationnel, évidemment, hein, surtout chez les Coréens. En France, je ne voudrais pas dire la même chose. Chez les Coréens, on se tient à carreau quand même. Pendant ces manifestations, pendant que les gens manifestaient dans le froid quand même, avec toutes les lumières, le lightstick ou bien les téléphones portables, ce qu'il faut savoir, c'est que bon nombre d'artistes de K-pop, de drama, et y compris d'expatriés qui vivent dans les pays étrangers, achetaient du café, des viennoiseries sur le parcours des manifestations, de manière à ce que les manifestants puissent se substanter, se nourrir. Pourquoi? Eh bien, je ne vais pas répondre à la question, il y en a une partie dans le livre, mais réfléchissons. Pourquoi font-ils ça? Et ça me rappelait les manifestations contre Park Geun-hye, c'était en 2016. J'étais dans les manifestations à titre d'observateur, puisque je ne suis pas coréen, et donc je laisse les Coréens régler leurs questions. Moi, je ne fais qu'observer. Mais c'était fascinant comment les manifestants arrivaient à se faire aux copains avec la police. Et dans les dernières manifestations, on m'a dit que les policiers ouvraient les toilettes des commissariats pour que les manifestants puissent aller faire pipi dans les toilettes. Essayons de penser la même chose en France. Dans les premières rangées des manifestants, les jeunes couples avaient mis les poussettes avec les bébés. Et la manifestation avançait avec ces poussettes en premier rang. Et on se doute bien que la police ne pouvait pas charger. Et d'ailleurs, ils n'ont pas chargé. Et ils n'ont pas chargé, pourquoi? Parce que les manifestants, pour le coup, ont porté le café aux policiers qui sont de faction. Et en Corée, quand ils sont de faction, ils sont de faction. Ils sont raides, ils se tiennent immobiles. Et donc, ce sont les manifestants qui allaient porter du café. On est très loin des manifestations des années 80, voire même 90 en Corée, qui étaient beaucoup plus violentes. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe d'autre dans le rapport, me semble-t-il, dans des grandes occasions. Pour le reste, je l'ignore, je n'ai pas regardé de près. Voilà encore avec deux exemples comment on peut saisir à la fois un pays et à la fois des individus en tant que tels. Alors cette somme d'interrogations que j'ai eues, qui m'ont fait dire à un certain moment, tiens, est-ce que je pourrais aider mes étudiants lorsqu'ils vont en Corée et qu'ils ne sont pas toujours complètement armés d'un point de vue sociologique ou ethnologique, qui ne disposent pas des méthodes qui permettent d'aborder un pays et ses habitants? Est-ce que c'est avec un questionnement aussi simple que pourquoi est-ce qu'on peut arriver à connaître, à avoir une espèce de photographie des Coréens et du pays? Collationnons tous ces exemples rencontrés, essayons d'apporter un début d'explication et en même temps faisons réfléchir le lecteur à pourquoi font-ils ça comme ça? Et est-ce que ça peut me donner une image d'un pays un peu large en tant que tel? Et puis je voudrais prolonger, je ne sais pas quelle heure il est, mais je voudrais prolonger ma présentation avec le dernier numéro de la revue Colmadan. Vous le savez, c'est la seule revue de littérature qui paraît en France.
qui est dans un nouveau format pour les lecteurs de Kelmadan. Vous avez observé le changement de format avec un peu de couleur dorénavant et surtout des photos. Et il y a quelques auteurs célèbres. Je citerai au passage Im Yong-mi, qui est traductrice, qui est dans l'autre hall, les écrivains Lee Sang-woo, Lee Do-woo, Kim Tae-yong, je dois en oublier, et puis encore quelques autres auteurs relativement célèbres qui ont accepté d'écrire bénévolement, puisque c'est une revue bénévole, et qui ont abordé cette question de l'amour et de la solitude en Corée. Sur la question de l'amour, bien évidemment, les Coréens ne nous apprennent pas plus que nous apprendrait les Italiens ou les Français ou les Allemands. Simplement, ce qui nous a intéressés, c'était de voir ce qui se passait réellement quand on peut comparer, quand notre imaginaire de l'amour en Corée est surtout construit autour des dramas. Les dramas nous donnent une représentation des relations amoureuses en Corée, et la plupart du temps, ce sont ces relations qui structurent les dramas, avec un certain nombre d'ailleurs de stéréotypes que vous avez certainement repérés. Le triangle amoureux, le méchant dont est amoureux la fille et qui n'est pas amoureuse du gentil, qui, le gentil, est amoureuse de la fille. Un certain nombre de stéréotypes comme ça. Vous avez certainement repéré la fille qui tombe et qui est rattrapée par son prétendant, et avec cette particularité que les filles tombent en arrière. C'est très très rare. Hein. En France, on tombe en principe en avant, hein. Mais elles tombent en arrière. Essayez, vous rentrez chez vous ce soir avec un balai et vous faites tomber le balai. Et là, vous demandez à votre ami de vous rattraper ou de rattraper le balai. Vous allez voir, c'est dur. C'est d'autant plus dur qu'il rattrape la fille à 40 cm du sol. Il faut être costaud, je vous garantis. Les lèvres se rapprochent et là, il se rappelle qu'il a un rendez-vous. C'est ce genre de relation que nous voyons apparaître dans les dramas. Il y a comme ça toute une collection. Il y en a aussi dans les dramas policiers. Hein. Vous avez vu, par exemple, la méthode d'assassinat en Corée. C'est un semi-remorque qui rentre dans une voiture, quand même, dans un carrefour vide. Ils y mettent les moyens. Hein. En Corée, on met les moyens dans tout ce qu'on fait. Hein. Et bien, même dans les meurtres, on met encore les moyens. Mais quand même, cette représentation de l'amour, si on voulait un tout petit peu la dépasser, on a dit, tiens, on va peut-être aborder le sujet d'une toute autre manière. Et des écrivains, comme des traducteurs, comme des passeurs, comme on dit, entre Corée et France, nous ont donné quelques articles qui nous permettent d'avoir une illustration un peu différente de la représentation que nous avons sur ces sujets-là. Voilà. Je voulais vous présenter ce numéro, ici, qui est en vente à la librairie du Phénix, comme les autres ouvrages. Merci d'avoir assisté à cette présentation et puis à bientôt.